Pour ce troisième épisode, direction le nord-est de la Martinique, direction JM, distillerie incontournable. Fondé en 1845 par Jean-Marie Martin, d'où les initiales JM, le groupe a été racheté en 2002 par GBH et a rejoint ainsi l'écurie Clément. Dès notre arrivée, nous avons été impressionnés par l'écrin de verdure qui entourait la distillerie JM. Récemment rénovée, nous commençons notre visite par un petit échantillon des cannes qui sont utilisées pour la fabrication des rhums JM. C'est là que nous attendons Karine Le Salle, maître de chai de JM depuis 2017. Donc on a 5 variétés de cannes sur notre exploitation. On produit à peu près 90 à 95% de notre propre canne à sucre. On prend un tout petit peu de canne à sucre à la sucrerie du Gagnon. Mais c'est une infime quantité par rapport à ce que nous on récolte. Nos terres sont de l'entrée de Basse-Pointe jusqu'à Grand-Rivière. On a à peu près 120 hectares qui nous appartiennent, ce sont les terres de JM. Et le restant, en fait, qui jusqu'à 260 hectares, donc ça fait des 140 restants, c'est des terres qui appartiennent à d'autres propriétaires, mais c'est nous qui produisons notre propre canne à sucre. Donc on a une entité pour l'agriculture qui fait, ils sont une quinzaine de salariés à temps plein et ils augmentent à 15 de plus pendant la saison. Donc et à temps plein, c'est préparation de la canne, donc plantation, entretien de la canne et ensuite récolte, puisqu'on fait nous-mêmes notre propre récolte. On a fini début juin. Donc généralement on est les premiers à commencer, les premiers à finir, quand tout se passe bien. Cette année, alors en chiffre exact, on a broyé, faudrait que je redemande. Je peux vous dire à peu près la quantité de litres à 55, on avoisine les 2 millions de litres à 55 de rhum blanc. Donc on a une campagne qui est plutôt bonne, avec un rendement qui est assez correct. Dans des conditions de production particulières avec le confinement et tout ça, mais on n'a pas arrêté, comme toutes les distilleries d'ailleurs, puisque comme on est limité dans le temps à cause de l'AOC, du coup on ne peut pas s'arrêter. Donc du coup on a eu des dérogations pour continuer. D'autant plus qu'on a produit aussi de l'alcool fort pour produire du gel hydroalcoolique pendant la crise, pendant la crise. Donc on a produit l'équivalent de 20 000 litres à peu près d'alcool fort à 90 degrés. Alors on a poussé extrêmement haut nos colonnes à distiller, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais on a réussi. Donc c'était un beau défi et qui était bénéfique pour la crise. Ça va Mathieu ? Ouais, ça va. Donc ici, donc la canne à sucre, on a 5 variétés. Alors un petit peu de la canne bleue, on a un petit peu de canne rouge aussi. Canne cannelle et ensuite 2 autres variétés qui n'ont pas de nom commun, qui sont des hybrides de la Barbade ou de la Réunion. Il faut savoir que vous avez une représentation de la source, mais on utilise dans notre process l'eau de source de la maison de Pelé. Bien évidemment qu'on filtre et qu'on déminéralise, on ne fait pas n'importe quoi. Même dans la boutique, vous avez en dégustation, c'est l'eau de source. Moi, dans la réduction de nos rhums, c'est de l'eau de source qu'on utilise. C'est la seule distillerie de l'île qui fait des réductions à l'eau de source. À ma connaissance, oui. Je ne veux pas l'affirmer pour les autres, mais à ma connaissance, oui. À ma connaissance aussi. Ok. La bagasse, en fait, de la canne dépourvue de jus de canne est la moins humide possible. La bagasse va monter dans ce tube.
dans ce tunnel. Vous avez dû voir, mais c'est tellement fondu dans la déco que la plupart du temps on ne les voit pas. Vous êtes passé sous un tunnel, un petit canal en fait, juste en allant à la boutique, noir, et ben, la bagasse passe là. Et elle descend jusque dans le bâtiment là-bas qui est la chaudière. Donc on a un gros silo où on a un stockage de bagasse et puis ça alimente progressivement la chaudière. Voilà. Comme ça, tout est recyclé. Tout est recyclé. Voilà. Donc on utilise à peu près un tiers de notre bagasse pour la production de vapeur. Un second tiers va à Albioma, production d'électricité. Et le dernier tiers, c'est du compost qu'on fait avec un mélange avec la vinasse. Alors, vinasse retraitée, à savoir qu'on est sur un système de lits plantés. On a planté des plantes, on est dans une méthode expérimentale, on est suivi par plusieurs organismes environnementaux de métropole et de Martinique. C'est un projet pilote qu'on a à la Martinique pour le retraitement de nos vinasses. Donc on a différentes plantes. Je crois qu'il y a des hibiscus, des papyrus, tout ça, différentes plantes qui permettent d'oxygéner les vinasses et de filtrer naturellement en fait les différents composés qu'on ne veut pas rejeter en grande quantité dans la nature. Et l'eau, en fait, on obtient une eau quasiment claire à la sortie de ce retraitement. Et cette eau-là, elle est riche en composés nutritifs pour la terre et donc du coup on va la mélanger à la bagasse pour faire du compost et les pondre dans les champs de bananes ou de canne à sucre. Parce qu'on a aussi une plantation de bananes. Alors, on a 18 cubes de 21 000 litres. Il y en a là-bas, il y en a ici. 18 cubes de 21 000 litres et 17 cubes de 21 000 litres et 5 cubes de 30 000 litres. Une cuve de fermentation, on les remplit globalement entre 50 minutes et 1 heure à peu près. On remplit à la journée, on fait entre 9 à 13 cubes par jour. Parfois on est monté jusqu'à 15 cubes quand c'était petite. On fonctionne à le principe des cuves mères. Donc c'est-à-dire que le lundi matin on broie la canne fraîche, on prépare des cuves de 30 000 litres qu'on va ensemencer. On va commencer à activer les levures pendant 5 heures. Au bout de 5 heures, on va commencer à prélever une partie de cette cuve qu'on va envoyer dans une cuve fille, ça sera une cuve fille, qu'on va recharger en jus frais, rajouter un petit peu de sel, et étant donné que les levures ont déjà été actives dans la cuve mère, la fermentation va démarrer beaucoup plus vite. Et ensuite, on re-remplit notre cuve mère avec du jus frais et on rajoute des levures pour continuer à entretenir toute la semaine nos cuves mères. C'est un peu ce procédé-là qui nous permet d'avoir très peu de temps d'attente entre la canne qui arrive et qui est directement broyée, parce qu'en fait, alors oui et non. Ça va plutôt vite. Alors ça va plutôt vite, mais en fait, on gagne 3 à 4 heures sur chaque cube. Alors 3 à 4 heures, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais sur toute une campagne, c'est énorme, ça fait plusieurs jours. C'est surtout que on a une cadence qui est le matin on commence à 6h, on finit à 20h, le matin à 6h les moulins sont allumés jusqu'à 20h, s'il n'y a pas de panne. Donc, dans les champs ils commencent à couper à partir de 5h. Donc le premier camion à 6h il est là et on envoie dans le silo et puis ça enchaîne. Et pour la fermentation on a besoin d'un pH à 3,6, 3,8, sinon les levures ne travailleront pas bien. Et les mauvaises bactéries peuvent prendre le dessus et du coup entraîner un mauvais travail des levures, perturber les levures. Et on va mettre aussi du sulfate d'ammonium, c'est pour moi j'appelle ça le Red Bull de la fermentation. C'est un sel qui permet de faire mieux fonctionner la transformation du sucre, donc le saccharose qui est composé de glucose et de fructose, en molécules d'éthanol, donc l'alcool. En fin de fermentation, on obtient un degré d'alcool qui est entre 4 et 5 degrés d'alcool à peu près. Et ensuite, ça va être envoyé vers les colonnes à distiller. On va parler de la distillation après. Mais du coup, par exemple, par rapport à la production de gel hydroalcoolique, ça veut dire que votre production en rhum va diminuer cette année-ci par rapport... Alors, on parle de 20 000 litres. Hein.
d'alcool D'accord, fort à 90 sur 2 millions de litres à 55 degrés, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, et puis il y avait un réel besoin de toute façon. Et à un moment donné, lorsqu'on est dans une crise comme on traverse, parce qu'on la traverse toujours, hein, il faut toujours rester prudent, on n'est pas à l'abri de notre confinement. Et donc il y avait un besoin. Emmanuel Béchaud, notre directeur, a été le premier à prendre cette décision-là, à faire de l'alcool fort. On a les outils pour le faire, on n'a pas trop réfléchi. Du coup, c'était peut-être un petit test. C'est la première fois que vous avez poussé autant les colonnes. La dernière fois, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez bien On n'a pas l'habitude parce que nous, l'AOC nous oblige à distiller entre 65 et 75 degrés. Donc nos colonnes à distiller, normalement, ne sont pas conditionnées pour produire au-dessus. En tout cas, elles n'ont pas l'habitude. Mais on les a poussées extrêmement fort. Et il y a des fois où ça a été difficile pour nous d'atteindre les 90, mais on était à 88, 89. Mais au-delà des 91, c'était compliqué. Alors que dans des distilleries, par exemple en Guadeloupe, vu qu'ils distillent un peu plus haut que nous, pour certains, leurs colonnes à distiller sont plus à même de pouvoir aller encore plus haut. Et elles ont plus l'habitude. On a une petite tonnellerie. On est bien d'accord, on ne construit pas nos fûts ici. On fait tout venir de France ou des États-Unis. Cependant, on a encore aujourd'hui un savoir-faire de tonnelier. On a 2 tonneliers. Alors, il y en a un qui est parti à la retraite au mois de mai. Mais il y a encore Edmond, qu'on va voir tout à l'heure dans les chais, s'il n'est pas en pause déjeuner, qui sait très bien réparer un fût. Aujourd'hui, nous, si on a une fuite sur un fût, il me dit j'ai eu 3 fûts qui ont eu une fuite, mais je ne les vois même pas parce qu'il s'est déjà réparé. Quand il me l'a dit, c'est déjà fait. Donc vous ne jetez pas de fût? Quasiment pas. Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on met au rebut les fûts qui ne permettent plus à notre homme de vieillir. Voilà. Donc, et on rebrûle régulièrement nos fûts. On le faisait plus avant, maintenant on le fait un peu moins. Parce qu'on a un peu moins de temps déjà, et puis parce qu'on est rentré dans une stratégie où on renouvelle beaucoup plus vite nos fûts. Donc on revend des fûts d'occasion Rhum pour acheter des fûts d'occasion Bourbon ou des fûts neufs. Voilà. Donc on rebrûle un peu. Parce que j'ai vu que vous avez lancé une nouvelle gamme. Mais après quand on a des produits spécifiques, la gamme atelier des rhums, il y a le fumé volcanique, et là on a demandé effectivement à nos tonneliers de brûler extrêmement fort une certaine quantité de fûts. Et c'est ce qui a donné l'assemblage. Ça rentre dans l'assemblage du fumé volcanique. C'est quel niveau de chauffe pour la fumée volcanique? C'est la chauffe de nos tonneliers, donc c'est à l'instinct. Ok. Et c'est une chauffe extrêmement forte en fait. De façon à un peu obtenir comme le craquellement, comme les alligators, les fûts alligators. On a vraiment fait en sorte de boucaner presque le fût comme on fait. Ça c'est plus pour la partie touristique. Hein. Attention, on marche. Des différents fûts. Alors bien évidemment avec le soleil et tout, ils se patinent, hein, là, il est plus trop neuf. Et puis à la base il n'était pas neuf non plus. Donc là qu'on cultive notre canne à sucre, on pèse pour déjà savoir combien on fait de tonnage à l'hectare et combien on fait de litres de rhum à la tonne. C'est pour aussi calculer nos rendements. C'est important. Donc ici vous avez c'est la plus grande colonne à distiller que l'on ait, elle fait 18 mètres de haut. On est en alimentation vin, on est à 25 mètres cubes heure d'alimentation vin. Contrairement à celle qui est encore montée en bas, c'est une ancienne colonne créole, on est à 5 mètres cubes heure en alimentation vin. Donc, ça n'a rien à voir. Le principe de la distillation, vous connaissez? Je vous réexplique quand même. Ça va? Donc, le vin fermenté, il va descendre par ici, par les trous ici, pour venir, par gravité, hein, par le 3 carreaux de la colonne. Il va venir tapisser tout le plateau et en dessous des calottes, on va avoir la vapeur d'eau qui va sortir, et du coup, la calotte fait qu'on l'oblige à aller dans le vin fermenté pour faire bouillir le vin fermenté et entraîner de l'alcool et une molécule aromatique. C'est vrai que c'est rare d'avoir la cuve comme ça. En face de nous, c'est vraiment sympa. C'est ça. Donc en sortie de colonne à distiller, on est en moyenne à 72 degrés.
le faisait rouler jusque sur le milieu de l'allée avec un pont et pareil avec un palan. Il venait fixer le fût, le descendre pour faire les houillages. Donc là, c'est esthétique, mais plus pratique aussi. Aussi, ça ne veut pas dire que c'est l'est totalement, vous allez voir les autres chais, ça n'a rien à voir. Là, on a 741 fûts en vieillissement. À la base, c'est un fût de capacité de 1100 fûts. On a réduit pour la partie esthétique. Oui. Ça servait strictement à rien d'avoir une gamme de 3 produits avec 2 produits AOC et un produit qui ne l'est pas. Donc, on a fait le parti pris de faire du rhum IG anti-français. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Au contraire, il est de la même qualité que nos rhums AOC, puisque de toute façon, il a été produit dans les mêmes conditions que l'AOC. On ne fait pas de distinction. En fait. Ça nous arrive de broyer de la canne qui est non AOC. Donc de faire du rhum IG anti-française aussi. Mais on le produit dans les mêmes conditions que l'AOC. C'est simplement qu'on le sépare de notre production d'AOC. Club rhum guadeloupéen. Donc ils ont créé un petit club d'amateurs de rhum en Guadeloupe. Et donc ils font un petit tour des distilleries. Vous avez le rhum ici. Oui. Tu as filmé? Alors, attends, comment dire? Redis ça. Et le Guadeloupéen, on connaît ça bien. Connaît le JM, Oui. le vieux. Oui. J'avais des amis du Guadeloupéen. Quand j'aime les 6 bouteilles de vieux, ils m'ont dit à passer. C'est pour ça qu'on est là. Mais oui. C'est pour ça qu'on est là. Ah ouais. Et donc du coup ça nous a permis de faire de la place parce qu'on avait des fûts là, on avait des fûts là, on en avait partout. Et là c'est pareil, normalement celui-là, ça doit être dans les rouges, là, dans les rangées numérotées. Voilà. Oui, c'est les numéros. Oui, on a des numéros, on enregistre tout, donc on sait exactement. On a des numéros de fûts, donc je connais exactement quand est-ce qu'on a acheté le fût. Parce que là c'est 20-0316, donc on l'a acheté en 2020. C'est un fût d'occasion Bourbon qui a été acheté en 2020. Et le dit QR code. Ouais, c'est le logo de JM en fait. Ah ok, d'accord. Et ensuite, ici on a le numéro de lot du rhum, donc c'est du millésime 2020, du rhum blanc produit en 2020, mis en vieillissement en février. C'est le deuxième lot de l'année, et ça veut dire que c'est la première fois que le rhum est en fût. Ce rhum-là, si je le change de fût, je vais reprendre le même code et ici je vais mettre 1. D'accord. Ce que je vais dire que ça a changé de fût. Ok. Donc je nickel. connais tout l'historique du fût et du rhum. C'est nickel. Putain, c'est magnifique. Bon. Donc, oui, c'est beaucoup. Alors, on a l'impression que les maîtres de chai, on passe notre temps à déguster, mais c'est surtout beaucoup de logistique. Parce que c'est. On fait nos opérations de houillage, on essaie de les faire tous les ans, sur tous nos lots. Donc, En même temps? Ah non, c'est pas possible. Enfin, non, mais comme tous les ans sur tous nous, c'est-à-dire que sur l'année. Sur l'année, les garçons, Yannick passent leur temps à remplir et à vider des fûts. Ça s'arrête jamais. L'année dernière, on a fait l'opération de manipulation d'un fût, donc soit de remplissage, soit de vidange, 17 840 fois. Sur l'année. Tu peux répéter quand même. C'est vrai, On a fait l'opération de manipulation d'un fût, donc soit vidange, soit remplissage, 17 841 fois. Ça bosse dur. C'est le fonctionnement du déchet, parce qu'ici on n'est que sur une zone de stockage. Donc Yannick avec Leclerc, il vient, il prend ses berceaux par 4 fûts en fait. Il les amène dans la zone, dans le bâtiment là-bas, où on a 2 cuves de 30 000 litres. Et c'est là-bas qu'on va vider et remplir les fûts. Donc en fait, pendant que Edmond est en train de vider les fûts, Yannick lui amène les fûts. Dès qu'ils sont remplis, Yannick les prend et vient les ranger. Donc on est sur un rythme qui est assez soutenu. Et en fait, on est au rythme de la pompe. La pompe, elle vide un fût en 2 minutes. Un fût de 200 litres. 2 minutes. 2 minutes. Donc on est au rythme de la pompe en gros, en moyenne. Donc ça veut dire qu'on limite énormément notre part des anges. Parce que ça sert à quoi le houillage? Ça sert à combler la part des anges qui est perdue dans les fûts. Donc aujourd'hui j'ai 100 fûts comme ça. Je vais les prendre, je vais les vider dans un an. Je vais peut-être après en obtenir que 97 quand je vais les re-remplir. Parce que j'ai vu en boutique qu'il y avait quand même quelques bouteilles que vous faites en brut de fût. Donc ça, vous le mettez, enfin c'est un peu à part. Alors un brut de fût ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de houillage. Ah oui. Un brut de fût, ça veut juste dire on sort le rhum et on le brasse et on le réduit pas.
c'est pas un single barrel, mais même un single barrel, c'est un single barrel de la dernière année. Il faut arrêter de penser qu'on a des single barrels de 15 ans d'âge et d'avoir 200 litres d'un single barrel, parce qu'au bout de 15 ans d'âge, si on laisse le fût vieillir, il reste que ça de rhum à l'intérieur, si on ne touche pas le fût. Et tout le rhum sont en brut de fût normalement. Non. Au début, Les 10 ans et les 15 ans d'âge, oui. D'accord, oui, c'est ce que vous disiez au début. Mais le rhum classique, l'élevé sous bois, on est à un degré d'alcool de 50. Ouais. On met à vieillir entre 60 et 65 degrés. Donc au bout d'un an de vieillissement, forcément je ne suis pas à 50 degrés. Puisque tous les ans, on perd en volume, 7 à 8% à peu près. C'est une moyenne. Il y a des fûts d'occasion Bourbon, on va être à 5% de perte. Et les fûts neufs, on va être à 10% ou 12%. Parce que le bois va pomper énormément le rhum. Donc on a une perte en volume et on a aussi une perte en degrés. On perd entre 1 à 2 degrés par an. Ok. Donc c'est pour ça que aussi pour les bottes de fût, alors je vais expliquer l'histoire des bottes, parce que j'ai encore vu des commentaires hier soir sur un vieux millésime 15 ans d'âge 2000 où on a dit sur la confrérie du rhum pourquoi le degré d'alcool est si bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis de nombreuses années, on met à vieillir entre 60 et 65 degrés, alors qu'avant, on mettait à vieillir à 72 degrés. Donc forcément, 10 ans ou 15 ans après, les degrés d'alcool diminuent plus qu'avant. D'où le fait d'avoir des brutes de fût avec des degrés d'alcool aujourd'hui qui sont plutôt compris entre 40 et 45 degrés au bout de 15 ans d'âge. C'est aussi simple que ça. Oui. Et là, vous savez. Et Biel a des brutes de fût à 50 parce que eux, c'est toujours pareil. Ils arrivent à produire en fait, des rhums il faut toujours prendre les éléments dans sa globalité. À quel degré on a mis à vieillir? Combien d'années le rhum est resté dans le fût? C'est vrai. Et tous ces facteurs-là ont forcément un impact sur le degré final. Préparation, donc on a deux fûts de 30 000, un de 25, un de 20 000 et deux de 9 000, mais j'en ai un qui est HS qu'on va remplacer. Ok. Et ensuite, une cuve de 45 000, deux cuves de 30 000 et deux cuves de 15 000 en inox. Alors là, par exemple, dans la cuve inox de 45 000, j'ai de l'élevé sous bois, mais c'est exceptionnel. Je n'aime pas personnellement mettre du rhum vieux et préparer du rhum vieux dans une cuve inox parce qu'il respire mal. Parce que l'autre est en panne, c'est ça? Parce qu'elle est cassée, qu'elle est... Non, c'est parce que j'ai plus de place. Il faut que j'envoie du rhum à mise en bouteille. Et la mise en bouteille se fait chez Clément, puisque l'habitation Clément appartient au même groupe, Bernard Ayotte. Eux, ils avaient un système de mise en bouteille qui était beaucoup plus performant que la distillerie JM. Ils n'ont pas de distillerie, ils ont uniquement du vieillissement. Donc du coup, JM se consacre aux produits et la logistique est faite chez Clément. Et donc la distillation de Clément se fait à Simon, c'est ça? Au Simon et de plus en plus ici aussi. Ok, je me disais, il y a beaucoup de... Donc ici, voilà, dans les foudres, c'est là qu'on va préparer les lots de rhum vieux et aussi dans les cuves inox, je vais préparer les lots de rhum blanc pour la mise en bouteille. Donc c'est là où on va faire les assemblages et aussi les réductions, si nécessaire, bien sûr. Un petit jardin pour que la visite soit agréable déjà. Et puis en fait on présente, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a beaucoup, vous connaissez les végétaux qu'il y a dans la Caraïbe, donc l'ananas, vous savez, qui pousse dans le sol, quoi, comme ça. Alors que la plupart des touristes qui viennent, ils ne savent pas. Vrai. Donc du coup, l'idée c'était de ananasier. présenter les Un différentes arbre plantes ananas. mettre en exergue, en fait, en quelque sorte, dans la nature, les saveurs qu'on peut retrouver dans les rhums. Parce que lorsqu'on fait une dégustation, quand on sent le poivre noir, la cannelle, la vanille, tout ça, ce sont des éléments, des référentiels que l'on retrouve aussi dans la nature. Non, c'est Donc c'était aussi pour représenter ça. Et après, il les retrouve dans les espaces Et senteurs. après, il y a l'atelier olfactif. Excellent, je trouve ça vraiment génial. Directeur toujours actuel de la distillerie. Bernard Ayotte est arrivé ici, c'est son petit bijou, JM, il faut savoir. Donc Bernard Ayotte est arrivé, il a descendu le chemin, il est rentré dans la distillerie. Bonjour Emmanuel. C'est quelqu'un qui est très silencieux, il parle pas beaucoup, mais quand il parle... Et il lui a dit, vous avez 6 mois pour me donner un projet de rénovation, sinon je ferme la distillerie. C'est hors de question que dans le groupe, nous ayons une distillerie
aussi vieillissante. Donc en fait, c'est à partir de là que du coup, il y a eu... donc il y a une architecte qui est aussi décoratrice. En fait, elle invente des univers et des scènes en fait, en quelque sorte. Et c'est elle qui a fait tout le parcours de visite. Un peu en mode Charlie la chocolaterie. C'est elle qui a fait le parcours de visite et qui a proposé le projet de rénovation. Et donc du coup, il a fallu plusieurs années puisque le chai de vieillissement c'est 2018, mise en service 2018. Donc depuis 2012, on est tout le temps en train de rénover. Ah oui. Le jardin n'existait pas, il a été créé. Là, on a un champ de canne à sucre expérimental, on va dire, où on n'a pas mis d'engrais. Non, on n'a pas mis de désherbant. Parce que dans les 5 ans à venir, les produits autorisés, alors qu'il n'y en a que 2 pour l'instant, 2 ou 3, les produits autorisés pour enlever la mauvaise herbe vont être interdits. Donc, on est obligé de revenir à des techniques, et c'est très bien. On est obligé de revenir à des techniques mécaniques, mais qu'on a laissé de côté il y a très longtemps, dans les années entre 50 et 70, puisqu'il y a eu le boom de la chimie et qu'on avait un peu abandonné ces techniques-là. Et donc du coup, il faut se remettre au goût du jour les techniques mécaniques, mais aujourd'hui on est dans une production qui est beaucoup plus importante que dans les années 50 ou 70. Donc il faut réadapter les techniques de désherbage à la mécanique. Et enfin, pour finir avec cette visite, nous passons par l'atelier des senteurs de la distillerie JM, qui est pour nous une vraie découverte et une vraie nouveauté par rapport aux distilleries visitées jusqu'à présent. Enfin, le moment tant attendu, la dégustation avec Karine Lassalle, le maître de chai en personne. Historiquement, c'était des fûts occasion Bourbon. Ensuite, on a introduit des fûts neufs, des fûts de chêne français et différentes capacités. Donc on est en train de réécrire toutes les recettes de nos produits. Donc il y a une grosse évolution. Merci encore au Rhum JM et en particulier à Karine Lassalle pour sa disponibilité. Le domaine JM a été une très belle découverte pour le Club Rhum Guadeloupe. Si vous avez aimé notre contenu, pensez à mettre le pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne.